Bonjour à tous. Alors, un petit peu de personnes, on aurait aimé un petit peu plus, mais on disait qu'il y a un replay. Et j'espère que cette conférence qui va être présentée, vous aurez des personnes autour de moi qui vont être inspirantes. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire passer comme message, à commencer par la parité. Donc, je voulais parler juste très rapidement de ce que nous avons pu mettre en place sur le salon, déjà pour l'édition 22, mais 23, et encore plus sur l'édition 24. Alors, vous avez pu voir au sein de ce salon Métamorphose des voies du changement. Les voies du changement, ça commence aussi par la parité, la complémentarité entre l'homme et la femme. Et vous verrez des expériences qui sont importantes et inspirantes. Et merci Sabine Vu qui était là l'année dernière pour la conférence que vous avez. L'association Lumidacieuse, lumineuse et audacieuse. Et j'aime beaucoup cette association et donc c'est important tu feras passer des messages. Je voulais dire également que les voies du changement, c'est aussi sur le salon. On a essayé de s'attacher à une parité des intervenants dans le cadre de toutes les conférences du salon. Simon, qui est là, a travaillé là-dessus. Ça n'a pas toujours été simple d'avoir autant de femmes sur scène que des hommes. Et s'il y a bien un message à faire passer, c'est plus de plafond de verre. Les femmes, vous avez autant d'énergie, autant d'expérience, autant d'expertise à partager et on peut travailler correctement et bien avec tout le monde. Et on parle de femmes, mais pas que de femmes. Il y a aussi l'ouverture et l'inclusion, le handicap. Il y a d'autres sujets, il y a beaucoup de sujets en lien avec la RSE et SITL sera toujours là aux côtés des femmes du handicap. Pas que le handicap, hein. On va dire la différence. Et la différence, c'est aussi la complémentarité et la force. Voilà, en tout cas, merci à vous, parce que je sais que vous allez partager des choses d'énergie, mais à la fois de complémentarité, et surtout, c'est la force qu'on doit en retirer de cette présentation. Merci à vous. Bonjour tout le monde, ravie d'être parmi vous, ravie d'avoir un panel aussi lumineux et audacieux. Donc on va avoir l'occasion d'écouter leurs initiatives et leurs témoignages. Comme l'a si bien dit Laurence, on est bien en train de parler de la voie du changement. Et dans la voie du changement, c'est cette voie féminine qui va apporter de nouvelles réflexions dans un secteur qui est en pleine transformation. La métamorphose est importante et je pense que c'est ce que vous allez me raconter par vos témoignages et vos actions communes, ce qu'on peut faire. Donc, la conférence est interactive, donc il y a un quiz. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner pour pouvoir participer, puisque le but, c'est d'échanger et vous avez des questions, vous pouvez me poser directement et puis on pourra vous faire intervenir pour ceux qui veulent. Et puis surtout, des questions pour savoir si vous vous rendez compte du chemin à faire pour cette parité dans le secteur. Donc, je suis ravie de recevoir autour de la table donc, Olga Alexandrova, directrice déléguée du pôle terrestre de l'Union TLF, Marie de France, adjointe à la présidente de la déléguée de la SIAM et membre du conseil d'administration de Femmes en Mouvement. On a aussi la chance d'avoir Marie-Laure Furgala, qui est directrice de l'ISLI, au sein de la Global Supply Chain de Kedge Business School, et aussi membre du COMEX de France Supply Chain, et sur toute l'animation de la communauté des femmes. Donc ça va être aussi intéressant de vous faire découvrir cette communauté. Et comme il était nécessaire de montrer que ce changement était aussi impulsé par des hommes. Je suis ravie d'avoir avec nous Jean-Christophe Machet, président de FM Logistique, qui va aussi nous présenter son parcours et qui est aussi membre du COMEX de France Supply Chain. Je vous remercie. Je pense qu'on peut commencer par une petite question sur le quiz. Donc venez, 5, c'est pas beaucoup. Osez, il n'y a rien de très compliqué. C'est des petites questions pour justement permettre à notre panel de participer et de donner la vérité sur des chiffres et ce qui se passe derrière. Allez, on va faire la première. Première question. En France, en 2023, 4% des conducteurs sont des femmes. Donc, il n'y a que 4% de conductrices. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux ?
Et je vais profiter parce que je pense que la réponse peut arriver de Marie de France, qui aujourd'hui, grâce à la SIAM, je vous laisse peut-être présenter ce qu'est la SIAM, puisque peut-être tout le monde ne connaît pas l'organisme. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la SIAM, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, représente en fait les constructeurs internationaux présents en France sous 3 branches, 2-3 roues moteurs, véhicules particuliers et véhicules industriels. Et dans sa branche véhicules industriels, la SIAM représente aujourd'hui plus de 70% des immatriculations en France avec des constructeurs tels que Iveco, DAF Truck, MAN Truck and Buses, Scania, Volvo Truck, Daimler Trucks. Voilà. Donc ça, c'est pour la SIAM. Donc aujourd'hui, je représente les constructeurs. Et effectivement, c'est vrai, en 2023, uniquement 4% des conducteurs sont des femmes en France. Il y a une énorme pénurie en fait, de conducteurs, conductrices de poids lourds. On estime qu'en France, il y a à peu près 60 000 conducteurs, conductrices qui manquent. Et donc, en quoi la décarbonisation aujourd'hui est une solution, ou en tout cas l'enjeu de la décarbonisation emmène à avoir peut-être plus de conductrices? Et quelles sont les innovations qui sont portées aujourd'hui par les constructeurs et les initiatives pour encourager les métiers de conducteurs? Alors effectivement, dans le cadre de la décarbonation, en tout cas, peut être une opportunité pour recruter plus de femmes conductrices de poids lourds, et notamment dans le cadre de l'électrification des poids lourds. Aujourd'hui, il y a des énergies de transition qui vont mener à une électrification de la mobilité lourde in fine, puisque c'est ce que le règlement européen sur les émissions de CO2 de poids lourds oblige les constructeurs. Et dans ce choix de l'électricité, c'est vrai que ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a certainement l'électrification des poids lourds amènera une amélioration des conditions de travail, ce qui peut attirer plus de femmes. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que dans un poids lourd électrique, il n'y a plus de vibration sous le siège, puisqu'il n'y a plus de moteur thermique, il n'y a plus de bruit dans la cabine. Et aussi pour les camions de la logistique urbaine, c'est vrai que souvent vous le voyez quand vous vous promenez dans la rue, les camions en logistique urbaine parfois laissent tourner le moteur quand c'est un moteur thermique. Le chauffeur descend sa livraison et laisse tourner le moteur. Donc en fait, les conducteurs, les conductrices tournent autour du camion. Et c'est vrai que en cas de moteur thermique, vous êtes exposé aux risques chimiques. Donc c'est vrai que l'électrification peut amener effectivement une amélioration des conditions de travail. C'est une opportunité et peut attirer plus de femmes pour la conduite de poids lourds. Très bien, merci. Et peut-être juste pour compléter, pour ce qui est des initiatives des constructeurs, je voudrais juste, alors il y en a d'autres, mais vous citez un exemple ici de MAN Truck and Buses qui a lancé en 2022 une initiative de mettre en place en fait des ateliers de réflexion avec des femmes conductrices de poids lourds, justement pour faire remonter leur pratique de la conduite au quotidien et leurs besoins, pour essayer d'alimenter leurs équipes de R&D et d'améliorer en fait le camion, la cabine de conduite, pour que en fait, leur camion soit adapté à tous les genres, hommes, femmes. Et ce qui est intéressant, en fait, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce qui ressort en fait, aujourd'hui de ces groupes de travail, c'est notamment la mise en place de toilettes dans les camions pour les femmes, pour des questions d'hygiène et de sécurité. Voilà. Amélioration de la cabine aussi, du lit, et puis les toilettes, lavabo, conditions d'hygiène et de sécurité. On voit aussi que des solutions plus inclusives pour les femmes, elles seraient aussi bénéfiques pour les hommes. Merci. Et effectivement, c'est bien ça. C'est des innovations qui répondent finalement à l'amélioration des conditions de travail pour l'ensemble des salariés et pas que pour les femmes, bien que c'est des initiatives qui fédèrent et encouragent les femmes à rentrer dans le secteur. Je propose, Olga, de vous donner aussi la parole. Donc aujourd'hui, l'Union TLF, qu'est-ce que c'est et comment vous êtes organisé aujourd'hui aussi au niveau des équipes dirigeantes et comment vous traitez les projets avec une mixité dans l'organisation des initiatives que vous menez, par exemple? Alors, l'Union TLF, c'est une fédération patronale qui rassemble des entreprises de transport et de logistique. Alors, si je prends vraiment l'exemple des équipes de l'Union TLF, il y a une mixité qui règne. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été recherché, forcément. Ce sont des compétences qui priment d'abord, mais en réalité, on repose déjà le management, c'est-à-dire directeur général et directrice générale adjointe, donc c'est hommes et femmes.
Nous avons des binômes, notamment par exemple le pôle de développement durable et logistique urbaine. Et puis les projets également sont animés par des hommes et des femmes. J'ai beaucoup aimé dans l'introduction les mots complémentarité. Ce n'est pas une compétition, c'est la complémentarité qui peut nous rendre puissants et forts, tous ensemble. Très bien. En termes d'exemple, aujourd'hui, vous avez sorti, vous l'avez présenté au salon cette année, le guide de sûreté. Donc, typiquement, est-ce que c'est un projet pour lequel vous avez aussi, alors peut-être dire ce que c'est, et puis expliquer comment vous avez travaillé main dans la main entre les hommes et les femmes pour faire ce guide. Bon, c'est un exemple. C'est vrai, nous avons inauguré hier le guide sûreté. C'est un ouvrage unique sur la place en France, dans la branche. On traite toutes les questions liées à la sûreté. Et qu'est-ce que c'est la sûreté ? C'est tous les actes de malveillance. Là, on peut distinguer de la sécurité, qui sont des systèmes de sécurité autres. Donc, alors, nous avons chez l'Union TLF la commission sûreté, qui est composée d'une part des directeurs sûreté des grands groupes, qui sont nos adhérents, qui peuvent se permettre ce luxe d'avoir les directions sûreté, et aussi des forces de l'ordre. Et là, évidemment, il y a des femmes qui ont contribué. Il y a une des femmes qui est là, une de mes collègues, c'est Catherine Royer. Elle est intervenue donc, pour rédiger une fiche. Il y a aussi Frédéric Angevelin de l'OCLAESP. C'est Office central de lutte contre la malveillance, donc promouvoir l'environnement et la santé. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, la graphiste qui a fait la mise en forme de notre guide. Merci, Olga. Je propose qu'on continue avec une autre question, toujours pour savoir si vous vous rendez compte de la place des femmes dans le secteur. Donc, dans l'ensemble du secteur des transports, les femmes représentent 20% de l'effectif et 18,5% dans la branche transport et logistique. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous pensez que c'est faux ? Donc, effectivement, on est bien là. Il y a un travail à faire. Donc, Olga et Marie présentent effectivement des initiatives pour faire bouger les lignes, mais ce ne sont pas les seuls. Et je propose qu'on continue justement sur l'inclusion de manière... Alors, intéressant. Où on en est avec les personnes qui jouent. Merci à vous. Donc, Klepper et Ted. Donc, peut-être des hommes, si le nom sont évocateurs ou pas du tout, mais bravo et merci à vous. On continue, puisqu'il y en a encore quelques-unes. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous donner la parole, Jean-Christophe Machet, sur FM Logistique. Donc, FM Logistique, société qui existe depuis 56 ans, si je ne dis pas de bêtises, plus de 6400 salariés dans le monde. Aujourd'hui, quand vous avez démarré, il y avait encore moins de femmes. Donc, quelle est, votre vision de cette évolution qu'on trouve peut-être lente, mais on est déjà dans une évolution peut-être de votre point de vue, et je veux bien peut-être une anecdote ou une... Alors, moi, bonjour à toutes et à tous, je suis foncièrement optimiste et positif. Donc, effectivement, c'est la complémentarité de tous les profils. Et donc là, il faut parler de diversité davantage que simplement de genre, de diversité, qui va faire que nos entreprises seront solides, fortes et résilientes. Et qu'on vivra dans un collectif où chacun se sent bien. Effectivement, la logistique et le contract logistique et les entrepôts, le transport, ce ne sont pas des métiers où on imagine voir beaucoup de collaboratrices. Et pourtant, l'idée, si elle était juste il y a 30 ans, quand j'ai commencé dans le métier, on a mis quelques semaines, quelques mois à réussir à avoir notre première collaboratrice, conductrice de tridirectionnel qui gerbait, je m'en rappelle, à 14 mètres. Mais on a mis 2 à 3 mois pour réussir à convaincre 3 collaboratrices. La dernière de ces 3 collaboratrices vient de partir en retraite il y a 2 mois à peu près. Aujourd'hui, il y a 49% de collaboratrices chez FM. Oui. Le chiffre est éloquent et j'ai envie de dire, mais c'est juste normal,
puisque dans un secteur où on recrute, dans un secteur où on a une dynamique de développement, dans un secteur qui se réinvente en intégrant des nouveaux métiers, de l'automatisation, qui va chercher de nouvelles compétences comme l'informatique, comme le data, comme l'analyse, comme effectivement aussi les notions de développement durable. Eh bien, on a besoin de toutes les compétences et c'est juste impensable chez FM, et je vois en face de moi, j'ai notre DRH, c'est impossible qu'on ne puisse pas aller recruter dans 100% du potentiel, Marie-Laure. Et on en parlait à l'école, c'est impossible qu'on fasse ça. Et lundi dernier, je vais un peu au-delà de votre question, mais j'ai été marqué en écoutant quelqu'un qui intervenait sur une radio que je ne vais pas citer, mais qui disait qu'en 2023, le nombre de femmes qui sont rentrées et qui ont postulé en école d'ingénieur a baissé de 6%. Et ça, c'est drama. Pour moi, c'est catastrophique, parce que dans la supply chain, on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Nos voisins chinois forment 1 million d'ingénieurs par an. Il nous manque des ingénieurs. Je veux dire, si on a je crois que c'est 26% ou 29% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, mais ça veut dire que la France, on est en train de se priver de talents. Et dans notre secteur, on ne peut pas se priver de talent, et chez FM, on ne peut pas se priver de talent. Donc, c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir 49% de femmes chez nous. Malheureusement, je dois reconnaître, au niveau des cadres, nous sommes à 41%, mais à nouveau, c'est au-delà des idées reçues. Et j'ai envie de communiquer, moi, sur ces informations positives. La logistique est une terre naturelle où on peut avoir une diversité de genres, diversité de profils, pour être plus forts ensemble. Très bien, merci. Marie-Laure, aujourd'hui, justement sur la formation, parce qu'on parle aujourd'hui de la baisse des femmes en école d'ingénieur. Vous, aujourd'hui, avec Kedge, vous êtes responsable donc, de l'ISLI. Aujourd'hui, comment ça se passe et comment vous arrivez à attirer ces femmes qui, comme l'a bien dit Jean-Christophe, apportent aussi des solutions, et on l'a vu aussi par les témoignages précédents, des solutions innovantes. Et sans elles, on va rester sur des solutions peut-être moins réfléchies, moins abouties jusqu'à d'autres types de réflexions. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis directrice de l'ISLI, le master de Kedge Business School en Global Supply Chain qui a 40 ans d'existence. Je vais aussi témoigner parce que je suis une ancienne diplômée. Ma promo, la promo 12, nous étions 6 femmes sur 46 étudiants. Donc si je fais le ratio, ça fait un peu moins de 10%. Donc quand je vois qu'on est monté à pratiquement 20%, ça veut dire que déjà on a doublé, mais on a quand même mis 28 ans pour doubler. Si je regarde maintenant le sourcing, pour répondre à la remarque de Jean-Christophe, je ne suis pas à la parité dans le sourcing de mes étudiants. Je n'ai pas 50% de femmes, 50% d'hommes. Je suis à 70% d'hommes, 30% de femmes. C'est un petit peu moins déséquilibré sur la partie internationale. Et ça rejoint ce que tu disais, Jean-Christophe. J'ai plus de femmes avec des profils, enfin des femmes internationales qui viennent dans mon master. Néanmoins, je constate effectivement chaque année une érosion des profils de type ingénieur qui pèse à peu près pour 30% de mon recrutement. Mais la réforme du bac va nous faire encore plus mal, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est quelque chose qui va être compliqué. Alors, il ne nous faut pas que des ingénieurs. Moi, je suis plus en supply chain qu'en logistique et transport pur. Néanmoins, ça reste quand même des métiers d'optimisation, maximisation, minimisation sous contrainte. Il y a des fondements analytiques à aller chercher. Et quand on a arrêté les maths en 3e, eh ben, il y a des bases qui manquent. Et ce n'est pas à un niveau master qu'on peut les restaurer. Donc, il y a effectivement des choses à faire à ce niveau-là. Après, on progresse. Je vais rester positif, comme le dit Jean-Christophe. On continuera en parlant des initiatives que vous portez avec France Supply Chain. Je propose qu'on refasse une petite question, en plus en lien avec ce qu'on vient de se dire, et assez intéressant parce qu'on va se rendre compte que peut-être FM Logistique fait un peu mieux que les autres ou pas. Vous allez voir. Alors, est-ce qu'elle passe? Voilà, on arrive sur la question. La part des femmes en supply chain n'est que de 39% selon le dernier rapport Gartner de 2023 et se raréfie sur les postes exécutifs à 26%. Vrai ou faux? Est-ce que effectivement FM Logistique a plus que le rapport du Gartner ou est en dessous? Effectivement, c'est vrai malheureusement au niveau du Gartner, et c'est vrai que
Chez FM Logistique, vous vous battez, comme vous l'expliquez, pour faire changer ces chiffres et vous êtes un acteur qui tire les statistiques vers le haut. Aujourd'hui, justement, quelles sont les initiatives que vous portez pour... parce que vous êtes concepteur aussi de solutions digitales, donc on parle aujourd'hui de solutions digitales intelligentes, innovantes, avec de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Comment faire venir aussi des femmes sur ces questionnements-là? Et je crois que vous avez des initiatives en cours avec des partenaires. Déjà, comme je disais avant, on travaille la diversité au sens large. Et donc, a fortiori dans la diversité, gender équilibre. Parce que c'est naturel, c'est juste du bon sens. Et puis après, dans nos métiers, mais comme dans beaucoup de métiers, on se rend compte que il y a des idées reçues. Je discutais avec une de mes collaboratrices juste avant, Adèle, qui me disait avoir rencontré quelqu'un, désolé de vous citer Adèle, il y a quelque temps, où ses parents n'incitaient pas beaucoup à faire des écoles supérieures. Encore aujourd'hui, eh bien, il y a des débalancements entre les rôles des uns et des autres dans le foyer, dans la vie, entre les pères et les mères, entre chaque membre d'un couple. Malgré tout, ces idées reçues-là, elles commencent un peu à s'estomper. Et nos métiers sont des métiers qui sont absolument compatibles avec quel que soit le genre. Nos managers, moi j'ai des exemples, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est 1, travailler sur la diversité, et 2, mettre en avant ces femmes qui réussissent, qui vont donner envie à d'autres d'y aller. J'ai des exemples. Jeanne, Juliette, 2 patronnes de pôle chez nous. Ce ne sont pas des patronnes de site, ce sont des patronnes de pôle. Bien. Nous avons 2 patronnes de site qui sont exceptionnelles. Ce sont des observations personnelles, donc je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, nous devons mettre en avant des Axel, Pénélope, Jeanne, Sophie, Martha, à différents endroits, pour donner confiance aux jeunes femmes qui rentrent dans la vie professionnelle, pour dire, tiens, c'est possible de mener et de front une vie personnelle, professionnelle, ouverte vers le reste, tout en étant en logistique. Parce que les idées reçues sont logistique égale métier laborieux. Là où on a un vrai challenge, c'est sur les jobs qui sont postés. Parce que par rapport à ce que je vous disais sur encore des rôles différents entre les uns et les autres, eh bien, les postes postés sont souvent couverts par des hommes. Donc là, nous, il faut qu'on progresse dans nos entreprises pour faire en sorte de trouver des aménagements qui feront que ces postes-là soient aussi accueillants et possibles d'accès pour nos collaboratrices à tout moment de la journée. Voilà. Donc, des positions mises en avant, des référentes, et puis, dans très peu de temps, on va débuter une formation qui sera réservée pour nos collaboratrices. Parce que je crois que il n'y a rien de tel qu'un mouvement collectif qui va donner envie à certains, qui va rassurer, qui va encourager. Voilà. Donc il faut qu'on crée ce mouvement-là. Très bien, merci. Olga, aujourd'hui au sein de l'Union TLF, vous avez aussi des projets autour des Jeux Olympiques avec Paris 2024 qui arrivent. Comment justement ce type de projets ont été initiés? Avec quel dispositif? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi des réflexions à emborder l'ensemble des équipes et toutes les diversités. C'est comme tous les projets chez TLF. D'abord, il y a un mouvement intérieur et on n'a pas cherché vraiment féminiser. De toute façon, il y avait ce binôme avec Jérôme et Morgane qui sont occupés de ce sujet. Et alors, je les ai un peu cuisinés hier pour dire, bon voilà, écoutez, je prépare la petite conférence, est-ce que vous voulez bien m'aider, etc. Bon, et j'ai envie plutôt, comme j'ai aussi interrogé d'autres femmes qui travaillent, des chefs d'entreprise qui sont adhérentes chez TLF. Qu'est-ce que la femme apporte? Parce que c'est ça aussi le sujet central. Et j'ai envie de dire, il y a trois mots-clés qui me sont venus.
C'est d'abord cœur, intelligence et conscience. Donc, ça ne veut pas dire, attention, hein, nous avons, ça ne veut pas dire que les hommes sont dépourvus, pas du tout. Mais je vais vous expliquer. Cœur, c'est la relation, l'empathie, l'écoute. Et donc, tout de suite, dans l'animation, par exemple, des groupes que nous faisons au sein de la fédération, c'est pour monter des projets, la relation et l'écoute sont primordiales. Et ça influe aussi sur le management et la qualité. Amener l'humain dans les entreprises. Intelligence. Je vais vous parler de l'intelligence instinctive, intuitive. Jusqu'à présent, ça a été quelque chose qui a été, je dirais, dévalorisé. Si la femme donne tout de suite une décision ou quelque chose, dit voilà, c'est comme ça et je le sens, évidemment, on pouvait aussi entendre des hommes qui dénigraient. Parce que chez les hommes, très souvent, c'est l'intelligence analytique qui prime et nous devons ça à notre siècle des Lumières. Je peux vous dire qu'avant, ce n'était pas tout à fait comme ça. Donc, je ne veux pas dire que qu'est-ce qui est mieux, intelligence analytique ou instinctive, les deux. Et enfin, conscience. Alors, je ne veux pas dire non plus que les hommes sont inconscients. Les hommes, par la force des choses et par l'histoire des siècles, ont plus l'habitude de s'exposer, aller au-devant des dangers. Et il faut cette certaine dose d'inconscience pour bâtir et prendre des risques. Et la conscience de la femme, c'est pour vérifier que ça fonctionne bien. C'est de vérifier le détail et aussi finaliser les projets lancés par le pôle masculin. Merci. Marie, au sein du SIAM, juste après, ça sera pour vous, Marie-Laure. Mais c'est vrai, c'est Marie-Laure. Marie, si j'ai bien préparé l'intervention, la SIAM aujourd'hui est pilotée par une femme. Oui. Donc c'est la première fois que vous avez une présidente aussi au sein de la SIAM sur des sujets, alors on parle quand même de véhicules, d'automobiles, et la responsable aujourd'hui, la présidente, est une femme. Donc comment aujourd'hui cette dynamique est apportée aussi par elle dans un milieu plutôt masculin aussi? Ouais, alors j'ai peut-être envie de dire qu'on a été inspiré par le transport de marchandises, parce que c'est vrai que dans les 3 fédérations du TRM, donc Florence Berthelot est déléguée générale de la FNTR, Olga est directrice du pôle terrestre, à l'OTRE, il y a Laure Dubois est secrétaire générale adjointe, Anne-Marie Edract est présidente de France Logistique. Donc on avait déjà des femmes à la présidence des organisations professionnelles ou au secrétariat général des organisations professionnelles du TRM. Et il y a 1 an et demi, effectivement, Atina Argiriou a été nommée présidente déléguée de la SIAM. Alors il faut savoir que la SIAM, c'est une chambre syndicale qui existe depuis plus de 100 ans, a été créée en 1922. Et c'est la première fois qu'une femme est nommée présidente déléguée à la tête de la SIAM. Et pour ce qui est des constructeurs en France, donc il y a 2 organisations représentatives, la SIAM et la plateforme française de l'automobile, la PFA. Et voilà, sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui ait été nommée à la tête de la PFA. Donc c'est vraiment côté constructeur, j'ai envie de dire, c'est une innovation. Et je pense que, comme ça a été dit, en fait, mixité, diversité des parcours aussi. Atina Argiriou est une personne qui a un parcours très diversifié, donc il y a à la fois la mixité mais aussi la diversité des parcours. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important parce que c'est un secteur, la construction des poids lourds, c'est un secteur qui est, comme je le disais, face à des enjeux sans précédent de décarbonation de ces véhicules. Et je pense que, comme l'a aussi souligné Olga, les femmes vont apporter une dynamique différente, une approche différente, des réponses innovantes, des réponses différentes à des enjeux. Et on a besoin vraiment de cette mixité dans un secteur qui est quand même très masculin, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a le conseil d'administration de la SIAM, il y a beaucoup d'hommes autour de la table. Merci. Une autre question, je vous laisse revenir sur le quiz, parce qu'on a commencé à en parler. Le marché de l'emploi dans la supply chain en 2023, c'est plus de 10 000 offres d'emploi publiées, 20 000 ou 39 857 offres d'emploi publiées en 2023. Parce que tout à l'heure, on parlait d'attractivité.
Et donc justement, je donne la parole à Marie-Laure. Parce que le marché de l'emploi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui aient envie de rentrer dans cette filière. Et dans jeunes, il y a de la diversité dans ces jeunes. Je crois que ça ne marchait plus. Alors oui, je rappelle qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur Terre, qu'on a besoin de toutes les forces pour venir satisfaire les besoins de ce secteur d'activité. La Suisse est en train de mettre en avant un projet 2030 parce qu'ils ont bien conscience que s'ils ne recrutent pas suffisamment de personnes en logistique et supply chain, ça sera un frein au développement économique du pays. Il serait temps que la France se bouge à ce niveau-là. Et pour répondre à votre question, Sabine, oui, c'est un marché qui recrute. Je reçois énormément d'offres d'emploi des entreprises que je pousse au réseau des ISLI et des alumni, parce qu'on est près de 5000. C'est le master le plus ancien en France dans cette thématique-là. Et donc, on manque de bras, il faut recruter et on manque d'attractivité. Et c'est vrai que chez France Supply Chain, on y travaille beaucoup. Rendre attractif un métier méconnu, un métier qu'on a toujours du mal à expliquer à son entourage. Alors un petit peu plus facile quand on se focalise sur le transport parce que c'est visuellement quelque chose qu'on comprend plus facilement. Mais quand on s'adresse à la supply chain, il est important d'expliquer à cette jeunesse ce que c'est que la supply chain, ce que ça recoupe et à quel point c'est un métier passionnant, transverse et un ascenseur social. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Et pourquoi aussi c'est important qu'on ait des femmes dans ce métier? Parce que sinon les outils qui vont être mis en place vont être genrés. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Si les femmes ne participent pas à l'élaboration de ces outils, eh bien les outils d'intelligence artificielle seront genrés. Et donc ça va être une boucle mais qui ne sera pas vertueuse. Ça va être une boucle qui ne va pas aller dans le bon sens. Donc il faut qu'on travaille notre attractivité au sens large. On ne peut pas se passer de la moitié de la population dans le monde. Les étrangers l'ont beaucoup plus compris que nous. On en parlait, Jean-Christophe, tu as beaucoup plus de femmes dans des pays autres que la France que tu n'en as en France, même si effectivement FM reste au-dessus des standards. Mais ça reste un métier en pénurie de main-d'œuvre et donc il est important qu'on travaille sur cette attractivité. Jean-Christophe, peut-être envie de partager cette vision avec justement les autres pays où FM Logistique est présent, ou peut-être c'est plus facile, comme l'a laissé entendre Marie-Laure. Alors là, on partage des réalités un peu différentes et on voit que la culture donne une certaine impulsion. On a effectivement le ratio que je vous ai dit au niveau du groupe, 49%. Le regard est un peu différent d'un pays à l'autre. On a plus de 50% de collaboratrices, par exemple en Pologne. Et chez nos managers aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cadres et de managers femmes en Pologne. Mais beaucoup de pays sont dits matriarcales, de mon point de vue. Et par contre, il y a d'autres pays où on a encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes en Inde. Nous avons 5000 collaborateurs en Inde. Et là, par contre, on a un taux de féminisation de l'emploi qui est extrêmement faible. Et on a, il y a 2 ans, pris un deal on a pris un accord avec un client pour lui dire OK, on va démarrer une nouvelle activité. On a démarré une nouvelle activité et on a dit on s'engage à recruter 40% de femmes. C'est-à-dire, ça paraît normal. En Inde, c'est apparu comme un engagement hors sol, impossible. Et on a délivré les choses. Donc en Inde, on a moins de 10% de collaboratrices. Qu'est-ce que l'on fait, par exemple, pour accompagner ce mouvement, puisque c'était une de vos questions? Eh bien, on a créé une école où on accueille des jeunes filles qui ont été déscolarisées. Je ne suis pas à l'ISLI, Marie-Laure, qui ont été déscolarisées. Parce que dans une famille en Inde et dans d'autres pays, les enfants sont aussi parfois des sources de revenus pour le foyer. C'est comme ça. Bon. Et donc, dans certains pays, s'il y a 2 enfants, un garçon, une fille, qui on déscolarise en premier? C'est souvent la jeune fille. Donc on a pris cette décision d'ouvrir avec la fondation du groupe et avec l'implication de nos collaborateurs, d'ouvrir une classe pour ramener et réaccueillir les jeunes filles qui avaient été déscolarisées pour qu'elles puissent remonter dans le train. Et on va les accompagner. On le fait aussi au Brésil. Ça me permet de dire aussi que la complémentarité que l'on a, et moi on a tous un peu de féminin et masculin, et je dois peut-être avoir un peu plus de
de féminin que d'autres, parce que je me reconnais un peu dans votre définition du cœur, de l'intelligence non, mais de l'écoute oui. Et je crois qu'il faut additionner, il faut associer, il faut qu'on crée des équipes et des collectifs qui seront riches de leurs différences de genre et pas que. Et on a la chance, à travers notre fondation, et donc c'est vrai, c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. Je me rends compte qu'on a une parité homme-femme dans la fondation du groupe, mais je vois en l'occurrence, pour être concret sur ce que j'ai observé, 2 patronnes de site ont relevé le challenge et les projets proposés par notre fondation, j'avais de dire avec un engagement, avec une visée sur le long terme, avec un souci d'un équilibre prenant en compte toutes les parties prenantes, qui en tout cas dans ces 2 cas-là était évident et juste enthousiasmant à voir. Voilà. Donc on est complémentaires, il faut qu'on aille faire travailler les uns et les autres ensemble, et nos métiers, et ça c'est bien, nos métiers, comme ce que vous dites sur les camions, et c'est vrai quand on y pense. Alors nous, sur nos plateformes, il se trouve qu'on a fait des structures d'accueil spécifiques pour les chauffeurs, avec des sanitaires. Mais sinon, effectivement, moi je vois, quand je dois m'arrêter sur des stations ou autres, ce qu'il en est, mais alors, une chauffeur, ça se dit, qui doit s'arrêter, c'est pas top. Donc c'est vrai que les cabines équipées comme il le faut de sanitaire, c'est certainement un mouvement important. Mais dans nos métiers, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il faut parfois porter des charges, eh bien, nos collaborateurs, hommes ou femmes d'ailleurs, sont équipés d'exosquelettes, sont équipés d'outils d'aide à la charge, que ce soit hommes ou femmes. Mais donc, du coup, nos métiers, qui sont de plus en plus équipés, peuvent accueillir autant des femmes que des hommes sur la manutention. Et alors, il est évident que sur de nouveaux métiers, informatique, data, développement durable, développement d'offres intégrant justement ces dimensions-là, il y a 0 frein possible. Et là, la complémentarité peut faire qu'on retrouve parfois plus de femmes que d'hommes. Très bien, merci. Chacun dans vos parcours, effectivement, vous avez aussi des engagements associatifs. Donc, je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour présenter France Supply Chain et les initiatives que vous portez sur la féminisation des métiers, justement avec cette notion de rôle modèle, parce que je pense que c'est une chose que vous faites bien. Et après, on donnera la parole à Marie aussi sur Femmes en Mouvement. Alors effectivement, moi j'ai la joie d'avoir rejoint le COMEX de France Supply Chain l'année dernière pour mettre en place la communauté des femmes en supply chain. Alors pourquoi cette communauté ? Eh bien parce qu'on se sentait un petit peu seul. On avait besoin effectivement de pouvoir échanger, d'avoir un réseau. Et donc cette communauté, elle a répondu à un besoin. Et parmi les actions qu'on a développées, la notion de rôle modèle dont vous parliez, Sabine, effectivement, cette jeune génération, elle a besoin de s'identifier, elle a besoin de savoir que c'est possible. Et le meilleur moyen de leur démontrer ça, c'est de leur mettre en avant des profils inspirants. Donc on a mis en place des webinars inspirants avec des femmes qui ont des postes de direction en supply chain et où il n'y a aucune question taboue, y compris sur la gestion de la vie personnelle, la vie professionnelle, la mixité et la faisabilité de mixité des deux. J'insiste sur l'importance d'être bien accompagné quand on est à des postes à responsabilité, parce qu'effectivement, les enfants, ça se partage au niveau de la responsabilité. Et ça passe aussi par ces rôles modèles-là des parents, vis-à-vis de la nouvelle génération qu'on est en train de former. Je voudrais juste témoigner du fait que ça reste encore compliqué. La communauté des femmes, elle se développe. Déjà, elle existe. Elle a des actions, mais ça reste encore compliqué. Et ce qu'on voudrait développer maintenant, c'est des outils pour aider ces femmes, justement, dans leur quotidien, à réseauter, à prendre confiance en elles et à se développer pour qu'on soit un peu plus présente au COMEX des entreprises, puisque c'est un métier, c'est un élévateur social, mais encore faut-il avoir de la représentativité au niveau des comités de direction. Et on l'a bien vu, c'est sur ça qu'il va falloir qu'on travaille en termes de féminisation. Marie, sur Femmes en Mouvement.
Alors oui, Femmes en Mouvement est une association qui a été créée en 2015 sur la base du constat que lorsqu'on assistait à des conférences liées au transport, aux mobilités, il n'y avait que des hommes à la tribune. Alors évidemment, cette table ronde aujourd'hui nous donne tort. Et je pense qu'elles sont rares les occasions qui nous donnent tort chez Femmes en Mouvement. Donc cette association, elle a été créée dans le but justement de mieux donner de la visibilité, de donner davantage de visibilité aux femmes dans le secteur, dans les conférences sur le transport et la mobilité, et de porter le message de la mobilité pour les femmes et par les femmes. Une mobilité bien sûr inclusive. Donc voilà, on est parti de ce constat-là. Donc on a une action un petit peu militante, j'ai envie de dire, de faire en sorte que lorsqu'il y a en fait des tables rondes, des conférences sur le transport et la mobilité, il y ait au moins une femme à la tribune, parce qu'il y a énormément de professionnels, d'expertes dans le secteur, et qu'elles sont malheureusement pas toujours sollicitées. Donc ça, c'est une action importante de Femmes en Mouvement. Et la deuxième action, c'est de mieux valoriser justement le parcours de ces experts, de ces professionnels dans le secteur du transport et de la mobilité. Et on s'est rendu compte que, alors évidemment, à Femmes en Mouvement, on couvre tous les moyens de transport et les moyens de mobilité, pas juste le transport de marchandises et la logistique. Et on s'est justement rendu compte que ces métiers étaient très peu connus en fait. Donc on a organisé en 2023 un cycle. On organise chez Femmes en Mouvement en fait des conférences, networking, pour mettre en valeur des femmes qui ont un parcours dans le transport et de la mobilité, et ensuite avec un petit événement de networking. Et donc on a organisé en 2023 un cycle sur le transport de marchandises, où on a fait intervenir différentes femmes pour nous faire part de leur parcours. Et notamment, on a fait intervenir Virginie Gachon de l'OTRE, qui est aussi gérante d'une entreprise de transport de marchandises. Donc pour montrer quel était le métier de gérante d'une petite entreprise du transport de marchandises. Et pour montrer aussi que c'était des petites entreprises. En fait, Virginie Gachon, lors de cette conférence, nous disait que demain, elle allait probablement, il lui manquait du personnel, elle allait probablement conduire son camion, en fait. Donc voilà, pour montrer aussi la diversité des fonctions. Et donc juste pour vous dire, voilà, on organise ces conférences pour valoriser les parcours des femmes. Et à l'issue notamment de cette conférence, l'OTRE a signé une convention de partenariat avec Femmes en Mouvement pour justement casser l'image du travail des femmes dans le transport et la logistique, mieux valoriser les métiers et puis favoriser bien sûr le recrutement. Je pense que les rôles modèles sont très importants pour se projeter sur un parcours, pour casser aussi les stéréotypes de genre, surtout dans nos domaines du transport et de la logistique, et pour essayer en fait d'ouvrir le champ des possibles des métiers pour les femmes dans ce secteur. Merci. Jean-Christophe, vous êtes aussi membre du COMEX de France Supply Chain. Dans France Supply Chain, il y a un manifeste que vous avez sorti. Donc, en quoi ce manifeste, qui a l'air de parler plutôt de durabilité, qui est plutôt orienté sur la transformation du secteur, inclut aussi la mixité, la diversité dans ces items? Parce qu'au final, il n'y a pas... Alors, on parle effectivement de frugalité et de supply chain désirable. Et chez France Supply Chain, nous aussi, on a la chance d'avoir beaucoup de talent et d'avoir notre directrice générale, qui est une femme, Valérie. Et parmi nos membres, on a de plus en plus de patronnes de supply chain qui nous rejoignent. Et dans ce manifeste, nous nous partageons cette compréhension que l'on a de l'enjeu d'une supply chain durable pour une économie plus responsable. Et la supply chain est en train de se réinventer, fait face à des défis énormes tels que le e-commerce qui a pour habitude de fragmenter le transport de flux. On est face à des transformations par rapport à l'énergie et la consommation d'énergie, soit pour le transport routier, où on réfléchit à mettre en place un mouvement autour de la slow logistique. C'est une idée que porte notre président et que porte France Supply Chain. Quand je parle de notre président, je parle de Yann de Feraudy, président de France Supply Chain. Et on croit effectivement qu'il faut porter un regard différent sur la supply. On met en avant la diversité, on met en avant l'emploi des handicaps, on met en avant également une recherche d'alternatives dans l'énergie,
On a des initiatives, par exemple, sur le transport maritime, avec des bateaux à voile pour la marchandise. Hein, donc c'est concret. On travaille actuellement sur le multimodal. On essaye de pousser cette idée avec Swift Project sur faire ralentir les camions sur les autoroutes. On se rend compte qu'il y a un bénéfice écologique et qu'économiquement, il n'y a pas un impact défavorable. Donc ce sont toutes ces idées qui sont mises en avant et par la qualité des travaux qui sont faits par France Supply Chain, aussi par l'hétérogénéité des équipes entre chercheurs, professionnels de la supply chain, hommes, femmes, cadres, opérants, eh bien, on se rend compte que la supply chain est un terrain de jeu extraordinaire pour accueillir les talents de demain. Et en fait, aujourd'hui, je m'excuse presque de parler des femmes dans la supply chain. Dans la supply chain, on a besoin de talents. Et c'est évident que, il doit y avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Un peu plus de femmes d'ailleurs, parce que je crois qu'on est 51%. Enfin, vous êtes 51% de femmes sur Terre. Donc, le sujet, c'est on accueille des talents. Bien évidemment, on accueille des femmes dans une supply chain qui se réinvente, qui emploie et qui offre de nouveaux emplois. Merci beaucoup. Dernière question. Revenez, parce qu'en plus, c'est en lien avec le salon. Donc, vous savez qu'au salon Essitel, il y a plusieurs prix. Et donc, il y a eu un prix, le Startup Contest, qui a été donné hier. Donc, ma question est autour de ce prix. Et après, on demandera à chacun de préparer son mot de la fin. Alors, un mot pour qu'on tienne le timing. Donc, la Startup d'Eki, qui décarbone le dernier kilomètre grâce à l'IA, est la lauréate du Startup Contest Essitel 2024. Donc, est-ce que la fondatrice est une femme, donc Béatrice Labudi, ou alors c'est une start-up française, parisienne plutôt? Donc, c'est bien ça. C'est une start-up marseillaise et elle est pilotée par une femme. Et donc, on est ravis parce que cette édition a aussi permis de mettre en avant une lauréate féminine sur une innovation qui est importante. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais en tout cas, bravo à elle. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce que ça prouve bien que les innovations arrivent de tous les côtés. Le mot de la fin? Mais je vais rebondir parce que je suis ravie d'avoir accueilli au forum ici l'année dernière Béatrice à la table ronde où il y avait Jean-Christophe. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit en introduction. C'est très compliqué d'arriver à avoir la parité sur les speakers. Principalement, alors d'abord parce qu'on ne les trouve pas forcément, ou quand on les trouve, elles ne sont pas spécialement disposées à se mettre en avant. Voilà, donc c'est aussi sur ça qu'il va falloir travailler pour développer la place des femmes dans ce secteur d'activité. Moi, j'ai envie de conclure sur un message optimiste aussi, comme vous l'avez souligné, Jean-Christophe. Je pense qu'on progresse. Moi, quand j'ai interrogé les constructeurs adhérents de la SIAM pour préparer cette intervention, ils m'ont tous en fait listé des initiatives qu'ils mettent en place pour mettre en valeur les parcours des femmes chez eux sur différents métiers, que ce soit conductrice de poids lourds ou réparatrice dans un atelier de maintenance, mécanicienne. Il y a de nombreuses initiatives et d'indicateurs qui sont mis en place pour faire progresser les femmes, des actions de mentoring, de coaching, de formation pour faire aussi évoluer les femmes au sein des entreprises. Donc, je pense que c'est un secteur qui bouge sur le sujet des femmes et de la diversité des parcours. Merci, Jean-Christophe. Moi, c'est simple, c'est parce que vous êtes, et je m'adresse aux femmes, mais pas que aux femmes, parce que vous êtes pleines de talent et d'envie et de compétences. Rejoignez la supply chain, qui est méconnue, mais qui offre plein d'opportunités. C'est ce qu'on dit sur France Supply Chain. Et je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je vais parler un peu pour ma paroisse. Et rejoignez-nous chez FM, parce qu'on a plein de jobs en attente. Et je sais que ma DRH va avoir des objectifs spécifiques sur le développement de positions clés pour des femmes, à l'image de Pénélope, qui est là, à l'image de toute notre équipe, dont j'ai cité tout à l'heure encore. Eh bien, rejoignez-nous, parce que nos métiers permettent des évolutions extraordinaires. Si je peux me permettre, rejoignez également les constructeurs, parce qu'il y a plein d'opportunités. Il y a également de très belles opportunités. Et venez vous former à l'ISLI. Voilà. Oui. Et, Olga. oui, et j'ai envie de finir en disant que la puissance de l'homme réside dans la puissance de la femme. Les deux
ont besoin l'un de l'autre. Et la dynamique de l'entreprise repose sur la conjonction des deux. Très bien, bravo Klepper qui a gagné donc le prix, qui a été le meilleur en termes de réponses sur le quiz, et je le remercie. Et donc je vais terminer avec cette citation que j'aime beaucoup. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Margaret Mo. Et je vous remercie parce que vous faites partie de ce petit groupe qui est en train de changer le monde, et je rêve d'être là dans 10 ans et de voir comment les chiffres que j'ai affichés ont explosé. Merci beaucoup.